8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Boris Vallaud, député des Landes, responsable du projet et porte-parole du PS. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Contrat jeune de 500 €, passe sanitaire, la campagne d'Anne Hidalgo, on va parler de tout ça. Mais avant, quand même, une question dans l'actualité, deux questions dans l'actualité. À propos d'abord de Sophie Petronin, libérée en octobre 2020 après 4 ans en otage, en échange de 200 djihadistes. L'humanitaire de 76 ans est retourné parti vivre au Mali. Ça choque ou pas? Est-ce que ça vous interpelle? Je dois vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris ça hier. J'ai lu un peu les papiers de presse ce matin. On va dire, à tout le moins, ça laisse circonspect dans une forme d'incompréhension. On avait tous été très émus par... je crois qu'elle avait passé 4 ans Oui. en otage. On avait vu son retour. J'ai compris qu'elle vivait mal son retour, en l'occurrence auprès de son fils qui vit en Suisse. Bon, j'ai besoin de comprendre. Voilà, Ouais. mon sentiment ce Elle matin, dit c'est qu'elle ne beaucoup peut pas abandonner les jeunes auprès de qui elle travaillait sur place, quoi, et qu'elle veut Bah, terminer sa vie voilà, à Bamako. Quoi. d'une certaine manière, je peux le comprendre, mais quand on voit le déploiement d'énergie que Ouais. les autorités françaises, maliennes aussi, ont mis pour la retrouver, se remettre dans une situation de danger, comme ça semble être le cas, mais tout n'est pas très clair. On ne sait pas bien si elle est à Bamako, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. On a besoin d'éclaircissements, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est Mais que... elle devrait être rapatriée, selon vous? Écoutez, ou pas? là, j'en sais rien. Ouais. Vous savez, on va pas non plus... Non, mais vous avez travaillé dans les sphères ministérielles, présidentielles. Vous savez, vous avez parfois des situations comme ça où Oui. vous vous dites, mais on a quand même affaire à un personnage qui est à tout le moins singulier, assez insaisissable. Oui. Et donc j'ai besoin de comprendre la réalité de ce qui se passe, de ce qu'elle a comme intention dans la tête. Parce qu'il y a les une risques qu'elle court guerre pour sur elle-même. place contre le terrorisme, et les soldats français qui sont sur place peuvent se retrouver face à des djihadistes qui ont été libérés. Absolument, absolument. Ça, c'était une affaire sérieuse et qui est d'ailleurs à certains égards inquiétante, parce que le président de la République a annoncé le retrait Oui. des forces françaises, avec la crainte, évidemment, de ce qui se passe une fois que les troupes sont parties. Regardez la situation de l'Afghanistan avec la prise de pouvoir par les talibans. Il est demeuré sur place des gens dont la vie est aujourd'hui menacée. Donc la question peut se poser dans les mêmes termes. Ouais. Et donc, moi, en tout cas, je ne suis pas favorable à ce départ. Oui, l'Afghanistan dont vous parlez, avec des femmes voilées, des femmes qui sont interdites en fait aujourd'hui de beaucoup d'activités. Oui, et puis des jeunes filles scolarisées qui étaient retournées à l'école et qui aujourd'hui, enfin, je ne sais pas bien quelle est leur dans situation. dans ce contexte, la liberté dans le hijab. Vous avez vu peut-être cette campagne qui avait été lancée par le Conseil de l'Europe pour montrer qu'il y avait la liberté de choisir, et cette campagne sur les réseaux sociaux hier, finalement, face au tollé, la campagne a été retirée. Alors, je vais être franc, je ne vois même pas de quoi vous parlez. C'est vrai? Oui, Non, vous n'avez pas vu cette campagne? Je ne l'ai pas vu. Oui. Et alors, j'ai l'habitude de commenter Oui. ce que j'ai vu. En l'occurrence, je ne l'ai pas vu, ça m'a échappé. Bon, hier. alors vous regarderez, mais évidemment, il y avait c'était la liberté dans le hijab, donc une campagne de communication du Conseil de l'Europe pour montrer que des jeunes J'ai pas femmes regardé. pouvaient Vous me dites choisir. que ça a suscité... Oui, un gros tollé hier dans le monde politique, notamment. Je regarderai hier, pardon, j'étais plutôt sur le contrat d'engagement. Oui, le contrat Je regarderai, d'engagement. Bon, voilà, donc vous ne voulez pas répondre. C'est-à-dire que je réponds quand j'ai regardé les choses et que je les ai pesées. Bon. Donc, Oui. voilà. Bon, venons-en. Je sais que souvent, voilà, on est invité à répondre à l'emporte-pièce. Voilà, j'essaie de m'en garder. Oui, Ça m'arrive comme tout le monde. Oui, bon, vous nous direz ce que vous en pensez en regardant ça quand même, parce que ça choque évidemment sur les réseaux sociaux. Eh ben, quoi. je Des femmes en regarderai, hijab, en voile, vous, ça vous choque ou pas? Mais vous voyez, vous me dites en voile, en hijab, c'est pas la même chose. Donc, laissez-moi foulard, regarder les choses et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai l'impression que En vous êtes toute un peu honnêteté. embêté quand même par cette question, en dehors du fait que vous Non, l'avez pas vu. je suis pas embêté. Vous savez, toutes les semaines, je suis interpellé aux 4 colonnes par vos collègues qui parfois me demandent de commenter des choses qui sont en train de se dérouler. J'ai écouté, laissez-moi regarder, et puis je commente les choses. Voilà, il faut être un peu sérieux. Alors venons-en donc à l'annonce d'Emmanuel Macron du contrat engagement jeune au 1er mars prochain, 2022, donc au moins de 25 ans, sans formation ni emploi, une allocation allant jusqu'à 500 € par mois, en échange de 15-20 heures, 10 heures minimum par semaine. C'est une mesure qui pourrait être revendiquée par vous, par les socialistes, ou pas? D'abord dire que la jeunesse a payé un lourd tribut aux 2 années de crise de la Covid que nous venons de traverser. Ça a été dur pour ceux qui faisaient des études, ça a été dur pour ceux qui cherchaient un emploi. Il y a eu beaucoup de décrochages, beaucoup de jeunes qui se sont enfoncés dans la misère, et vous vous souvenez de ces images terribles et qui
ne sont pas, j'allais dire, interrompus, de jeunes qui venaient grossir les rangs des banques alimentaires. C'est d'abord ça. Et avant même la crise du Covid, il y a un jeune sur 5, entre 16 et 25 ans, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté à 25 ans, il est 3 fois supérieur à ce qu'il a à 60 ans. Donc on a une vraie problématique de cette fragilité. Et le président de la République, dans un discours le 12 juillet dernier, avait annoncé qu'il s'attaquait à cette question-là. Et le sentiment qui était le nôtre, et de beaucoup, hier, c'est que la promesse n'est pas tenue. Je voudrais simplement vous dire pourquoi. Il y a 835 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le gouvernement nous annonce que le dispositif, il est pour 400 000 personnes. Que va-t-il advenir de ces 435 000 jeunes qui sont dans des situations extrêmement difficiles, très éloignées de l'emploi souvent, et qui n'ont pas droit à ce dispositif-là? De la même manière, quand vous êtes étudiant, vous êtes en emploi, donc vous ne répondez pas non plus à ce dispositif. Les jeunes sont retournés, les jeunes étudiants sont retournés dans les banques alimentaires pour aller chercher leur colis. Donc vous dites que, en fait, ça c'est trop partiel. Je dis que c'est partiel, que c'est insuffisant. Ensuite, il y a la question de l'accompagnement et de ces 15-20 heures dues par le jeune. Il faut regarder qui sont ces enfants, ces jeunes adultes. Pour beaucoup, ils ont des problématiques qui ne sont pas seulement des problèmes d'accès à l'emploi, c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes de logement, c'est souvent parfois des problèmes de psychosociaux. Et donc il y a besoin d'un accompagnement qui est un accompagnement très exigeant, dont je ne suis pas sûr que Pôle emploi soit équipé pour le faire aujourd'hui, mais alors, si c'est pas Pôle emploi, qui est un accompagnement médico-social. Mais c'est-à-dire qu'il faut le penser comme ça, avec les départements, par exemple, qui ont des responsabilités en la matière. J'ai peur que, par exemple, pour donner ces exemples-là, les jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, qui sont des enfants très fragilisés, des jeunes adultes qui ont de la difficulté à rentrer dans la vie d'adulte, dans la vie professionnelle, de poursuivre des études. Un nombre évidemment terrible d'entre eux, excessif, se retrouvent à la rue. Eh bien, ceux-là, ils relèvent de problématiques qui ne sont pas seulement des problématiques d'accès à l'emploi. Et j'ai peur qu'ils se trouvent très vite exclus de ce dispositif parce que pas adaptés dans la façon dont on a pensé cet accompagnement. Donc, je dis que ça n'est pas assez, que la promesse n'est pas tenue et qu'il faut sur l'accompagnement tenir encore. Par ailleurs, vous savez ce que nous avions proposé. Mais vous êtes quand même d'accord sur le fond que moyennant une allocation, ils doivent des heures de formation ou un minimum. Je pense que la contrepartie, regardez, il y a une étude qui est très très bien faite du Secours catholique sur la contrepartie. Partout où il y a des allocations sans contrepartie, il n'y a pas de désincitation à l'emploi. C'est le principal argument du gouvernement. C'est la crainte de l'assistanat et donc des contreparties. On ne se pose pas la question des contreparties quand on vous supprime l'ISF. On ne se pose pas la contrepartie, et le gouvernement s'y refuse, des contreparties aux aides aux entreprises, en termes de normes sociales ou de normes environnementales. Normalement, si. Parfois, il y a des contreparties. Non, en l'occurrence, à chaque fois qu'on a déposé un amendement... vous auriez dû travailler sur le sujet, Boris Vallaud, vous étiez aux côtés de François Hollande à l'Élysée. Mais vous avez raison, absolument. Sur le CICE. Absolument. Et fort de ce constat-là, j'y travaille aujourd'hui. Vous voyez, comme quoi on a le droit d'avancer. On a le droit d'avancer. Je le dis aujourd'hui. Il y a besoin d'un accompagnement. Vous savez, la grande force de la garantie jeune que nous avons inventée, que nous avons créée, c'est d'abord d'aller chercher ces jeunes-là. C'est important. Moi, je sais que dans un territoire comme le Landes, c'est grand. Les sujets de mobilité, de proximité, d'accès à l'information sont extrêmement difficiles. Et il y a besoin de cet accompagnement. Ça n'est pas suffisant. Ça risque de ne pas toucher sa cible. Ça oublie beaucoup de gens. Ça ne règle pas la question des étudiants. De l'électoralisme aussi, puisque c'est valable à partir du 1er mars pour montrer que le gouvernement et Emmanuel Macron fait quelque chose pour les jeunes. C'est ce que vous voyez derrière. Ça intervient surtout 2 ans après le premier confinement. Je rappelle que 19 départements de gauche avaient proposé l'expérimentation d'un revenu de base ouvert à 18 ans. Maintenant, il y a 3 ans, c'est-à-dire bien avant la crise de la Covid, que nous avons proposé un minimum jeunesse, vous savez, de façon symétrique avec le minimum vieillesse, qui avait permis, à partir de 56, de sortir beaucoup de personnes âgées de la grande pauvreté, de l'indigence. Il faut sortir aussi ces jeunes-là et les ramener vers une formation, les ramener vers l'emploi. Le diagnostic, je crois que tout le monde le fait, mais sur ce qui est proposé, regardez Antoine Dulin, qui connaît très bien ces sujets-là, qui est au CESE, a dit sa déception hier. La promesse qui a été faite n'est pas tenue, et donc il faut aller au-delà. Mais on a un enjeu. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au rapport de la nation à sa jeunesse. Voilà. On a un peu tendance à caporaliser la jeunesse, vous voyez, à dire qu'au fond, les épreuves vont les former. Moi, je crois que parfois, ça déforme la vie de devoir en baver pour trouver un boulot, en baver pour poursuivre ses études, en baver pour trouver un logement, pour fonder une famille.
Voilà. Et cette curiosité, vous pouvez aller en prison à 16 ans, vous pouvez voter à 18, mais enfin, pour être majeur sur le plan social, c'est 25. Venons-en un mot sur le pass sanitaire. Il y a une bataille là, entre sénateurs et députés. Grosso modo, les sénateurs voudraient raccourcir le délai, ne pas aller jusqu'au mois de juillet. Vous êtes sur quelle ligne? Alors, il faut être précis, c'est pas les députés contre les sénateurs. Hein, non, mais c'est... Il y a aussi globalement, c'est quand même, parce que les députés, la majorité... La majorité est majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez raison. Ah ouais, oui. Non, sur quoi ça achoppe? Sur quoi porte le désaccord? Et on a le même. C'est que le gouvernement nous dit, écoutez, le pass sanitaire, la possibilité de déclencher l'état d'urgence sanitaire, avec tout ce que ça implique de restrictions, de liberté publique, eh ben cette possibilité-là, on l'étend jusqu'au 31 juillet prochain, et on se reparle à ce moment-là. Mais sauf qu'il n'aura échappé à personne qu'entre-temps, il y a des élections présidentielles, il y a des élections législatives, et que le débat parlementaire, la démocratie, c'est pas un supplément d'âme, vous voyez. C'est quand même un truc important, surtout sur des décisions difficiles qui sont discutées, parfois pas comprises, d'autres fois contestées. Eh ben, le débat, il permet de faire comprendre aussi parfois des choix qui sont difficiles. Donc nous aussi, nous sommes opposés à cela. Et puis il y a d'autres mesures dans la loi proposée par le gouvernement, notamment sur le lever du secret médical pour les enfants scolarisés. Les chefs d'établissement pourraient avoir accès à leur statut vaccinal. Ça pose quand même un certain nombre de questions qui sont des questions sérieuses. Mais écoutez, on ne peut pas se donner rendez-vous, ciao, et on se revoit dans 8 mois, quoi. Donc, ça doit repasser par... Mais c'est ce que dit un peu le gouvernement, quand même, que ce sera aussi en fonction de l'évolution de la situation de l'épidémie, si elle flambe de nouveau cet hiver ou pas. Ah bah, ce qu'il dit, c'est que si ça flambe de nouveau, il décidera sans repasser par le Parlement. Oui, c'est surtout ça qu'il dit. Oui. Et nous pensons que, à travers nous, les Français ont droit à un débat régulier, à ce que l'on repose la question. Vous savez, la situation sanitaire, vous l'avez vu, n'est pas la même dans tous les départements. Il y a des endroits où ça redevient préoccupant, d'autres où ça va. Et on ne peut pas s'habituer non plus à vivre continuellement dans une forme d'état d'exception. Si la vie normale, si la vie ordinaire, c'est vivre avec le virus, c'est le droit ordinaire. Est-ce que, dernière question autour du pass, est-ce qu'il faut le lier, ce pass sanitaire, à la 3e dose? Écoutez, moi j'ai la faiblesse de penser que ceux qui ont déjà fait leur 2e dose, et j'en connais beaucoup, vont faire la troisième dose. Voilà, est-ce que c'est nécessaire? J'en suis pas certain. Oui, parce que certains disent, ceux qui ne feront pas la 3e dose, il faut leur supprimer le pass sanitaire. Après, j'évite de m'improviser autorité sanitaire. Non, bien sûr. Parce que mais vous êtes politique et vous avez votre mot à dire là-dessus. Précisément, c'est pour ça que nous, on est favorable à la vaccination pour tous. C'est que c'est la règle qui nous paraît la plus juste, la plus intelligible, la plus compréhensible. C'est la même pour tout le monde. On ne crée pas des catégories de citoyens qui doivent l'être, d'autres qui ne doivent pas l'être, dans un calendrier. Boris Vallaud, un mot aussi, quelques mots sur la campagne, évidemment, d'Anne Hidalgo, qui a démarré, mais qui patine toujours encore. Pourquoi? Dans les intentions de vote, notamment. Mais les choses se mettent en place. D'abord, beaucoup de Français, dans cette campagne, aimeraient qu'on leur parle de leurs problèmes quotidiens. Pouvoir d'achat, en particulier, vous en avez parlé, en particulier de pouvoir d'achat, de logement, d'accès aux soins, d'accès aux services publics. Tout ça, c'est pas des petits sujets, mais l'espace pour en parler, il est pas très étroit. Donc les choses se mettent en place. Anne Hidalgo arrive à imposer progressivement un certain nombre de ces thèmes. Vous parlez du pouvoir d'achat. Quel thème la question du pouvoir d'achat. Quand vous voyez la flambée, des prix de l'énergie, et ça va peser quelque chose sur le budget des ménages, eh bien, elle a formulé des propositions, elle a interpellé le gouvernement. Pas suivi d'ailleurs, elle proposait une baisse des taxes, par exemple. Et l'Union européenne l'autorise, parce qu'il fallait l'autorisation de l'Union européenne. Parmi la boîte à outils qu'elle a mis à la disposition des États, il y a ça, c'est d'effet immédiat. Ça touche tout le monde, alors que là, le chèque de 100 €, il a cette incongruité que, par exemple, si vous êtes une maman tout seul qui gagne 2050 €, vous avez 3 enfants, vous n'y avez pas droit. En revanche, un couple qui peut être assujetti à l'IFI, dont l'un des membres ne travaille pas, il pourra toucher ce chèque de 100 €. Et remonter aussi le niveau du SMIC de 10 à 15%. Oui, la question des salaires. Alors vraiment, ça, c'est un sujet super important sur lequel on a pas mal travaillé. Et Anne Hidalgo l'a repris à son compte. Elle a annoncé une conférence salariale. Je vous donne juste un petit exemple. S'il y avait eu la même distribution des salaires entre les bas salaires et les hauts salaires depuis 2008, ce qui n'est pas le cas, puisque les salaires des 10% de Français les mieux rémunérés augmentaient 3 fois plus vite que ceux des 10% les moins rémunérés. Eh bien, on aurait des salaires aujourd'hui augmentés d'à peu près 10% pour 30% des salariés les plus bas. Ça veut dire qu'il y a du grain à moudre. Ça veut dire que
un partage plus juste de la valeur ajoutée, un partage plus juste de la masse salariale, pas entre les mains de quelques-uns, ça permet de tous mieux vivre et de mieux rémunérer les gens. On a applaudi à 20h beaucoup de gens, beaucoup de ces travailleurs qui étaient en première ligne. Il y avait les soignants. Il faut aller au-delà du Ségur, même si le Ségur a déjà permis quelques avancées salariales. Il y a eu les caissières. On était content qu'elles soient là, qu'elles tiennent le pied debout. Oui, mais elles sont souvent encore à temps partiel et touchent... Exactement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut, dans une grande enseigne, est-ce qu'on peut encore admettre que le patron de cette grande enseigne gagne 300 fois ce que gagne sa caissière? Voilà. Il y a besoin aussi de prendre en compte l'utilité sociale. Et Anne Hidalgo propose ça, le pouvoir d'achat. C'est une candidate elle veut être la candidate de la feuille de paye, celle des classes moyennes et des classes populaires qui ont morflé quand même ces dernières années. Le gouvernement dit qu'il a augmenté le pouvoir d'achat, mais enfin il a rendu aux 10% de Français les plus riches 5 milliards, c'est-à-dire 22%. Non, mais s'ils en faisaient profiter les autres, ça irait, mais ça marche pas, quoi. C'est ça. Ça ne ruisselle pas tellement, ça s'évapore. Oui. Merci beaucoup, Boris Vallaud, député des Landes et responsable du projet porte-parole du Parti socialiste, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.